Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pause café. Alors il y a quelques jours, je vous ai proposé un sondage sur ma page Facebook. Je vous ai demandé si vous envisagiez de faire une raclette pour Noël ou pour le Nouvel An. Et sans surprise, vous avez été 84% à me dire oui. Du coup, on a décidé d'aller prendre le café aujourd'hui avec un fromager. On va aller à Anu. Vous allez voir, celui-là a été vice-champion du monde en 2013 des fromagers. C'est pas n'importe qui. Il s'appelle Pascal Fauville. Et alors, il nous reçoit à l'arrière de sa fromagerie. Il a aménagé un espace qu'il a appelé très joliment d'ailleurs la table du fond. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à un petit chalet perdu au milieu de la montagne. Allez, on y va! Alors, celui qui nous reçoit aujourd'hui est un véritable carnivore, il faut le savoir, vraiment. C'est quelqu'un qui est un fan de viande à la base, qui pourtant en fait a été nager en eau trouble dans des poissonneries de grande distribution, pour finalement sortir de la rivière et se retrouver dans les alpages et courir comme ça dans ces alpages. Et il est devenu vice-champion du monde, s'il vous plaît, des fromagers, c'était en 2013. Premier fromager de Belgique en 2010. Celui qui nous reçoit aujourd'hui pour la pause café, c'est Pascal Fauville. Bonjour Pascal. Bonjour Vincent. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, merci de nous recevoir ici. Alors, à table. Oui. C'est le nom de ton enseigne. Voilà, à table maison fromagère. À table maison fromagère. On est à Anu. Oui. Le siège social, la maison mère, vaisseau amiral. Le vaisseau amiral. Alors c'est super gentil de nous prévoir en fait un café, mais qui, alors c'est marrant parce que ça a la couleur du café, mais ça n'a pas ni l'odeur ni la forme pour le coup. On est bien d'accord. En fait c'est vrai que c'est pas le plus connu, mais le Scotch CTS, ouais. On en reparlera plus tard si tu veux. C'est vraiment c'est une des deux boissons qu'on retrouve ici dans la région. Ouais. C'est le Scotch CTS que tu peux boire en galopin, donc en petit verre, tiré au fût. Et alors il y avait également, mais je crois que ça a disparu, le cheval. Donc tu avais une bière, c'était Horse Ale. Ouais. Et donc tous les anciens dans le coin, quand ils allaient au café, c'était allez, donne-moi un qu'il faut au fait. Bon ben tu nous sers alors du coup. Eh ben écoute. Donc c'est marrant parce que tu dis que c'est fait dans le coin. Alors je dis pas que c'est fait dans le coin, je saurais même pas te dire où c'est fait, mais par contre c'est le CTS, c'est quelque chose que tu retrouves ça dans tous les cafés par chez nous quoi. Eh ben moi je vais te dire d'où c'est fait. Et faut savoir en fait que cette bière, et c'est pas pour rien que Pascal nous la sert, en fait il y a c'est une Madeleine de Proust. Ça te rappelle ton papa ça? Exactement. Quand j'étais petit, parce que oui, j'ai été petit, j'ai même été mince, je tenais quand même à le dire. En fait, une fois par mois, le vendredi, c'était coiffeur chez Francis, ici à Anu. Ouais. Et puis après, on allait au Monico, qui était un café bien connu. Ouais. Et donc, moi, j'avais droit à 2 coca et lui avait droit à 2 scotch, avec évidemment le cube de fromage et le sel au céleri. Est-ce que ton goût pour le fromage viendrait de là? Écoute, on va déjà se dire que le goût de la bière. Oui, c'est ça, absolument. Voilà. Donc, évidemment, c'est à boire avec modération, vous le savez, c'est important. Voilà. Papa, celle-là, elle est pour toi. C'est bon ça quand même. Franchement, c'est agréable. Tu sais que, en fait, déjà, il y a quelque chose qui est un peu rigolo, c'est que on partage cette notion de Madeleine de Proust. Toi, ça te rappelle ton père. Moi, ça me rappelle mon père aussi, en réalité. C'est exactement ça, cette bière-là. Pourquoi? Parce que CTS, en fait, ça veut dire Crowned Trees Scotch. Ok. Ok, donc ça veut dire les arbres couronnés. Figure-toi qu'en fait, cette bière, elle est brassée à une brasserie qui se trouve à Forêt. C'est la brasserie Willemans Coppens. Eh bien, écoute, j'apprends plein de choses. Tu vois, qui aujourd'hui, en fait, appartient à AB InBev, etc. Il faut savoir que quand j'étais petit, si tu veux, mes parents habitaient Forêt. Tu as aussi été petit. Oui, ça m'est arrivé. Et mince. Et je ne sais pas si j'ai été mince un jour, je ne suis pas sûr de ça. Mais par contre, je vais passer devant cette brasserie, si tu veux, pour aller à l'école. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je trouve assez sympa. Bon, on va s'intéresser essentiellement à 2 choses. D'une part, ton parcours de vie, parce qu'il est véritablement atypique, on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, tu le sais, c'est ta vision d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une affaire qui semble, en tout cas, florissante, que je te souhaite, en tout cas, véritablement florissante. Tu as pu passer toute une série d'étapes. J'ai envie qu'on parle des difficultés que tu as pu rencontrer,
que tu nous expliques comment toi tu as vu les choses pour pouvoir contourner ces difficultés. Peut-être que dans ton parcours d'entrepreneur, tu as vécu des choses aussi qui sont un peu étonnantes auxquelles tu t'attendais pas. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. Moi, je voudrais savoir, parce qu'on enregistre en fait cette interview, on est le 21 novembre. Oui. C'est donc juste avant le grand rush de la fin d'année pour le fromager que tu es, avec les plateaux fromage, les plateaux raclette, etc. Pour Noël, pour Nouvel An. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on en vend beaucoup à Noël? En général, les fêtes, c'est 60% sur Noël et 40% sur Nouvel An. 60% sur Noël? Oui. Noël est plus fort que Nouvel An. Attends, oui, en termes de volume, de ce qu'on sort, je crois qu'il y a encore ce côté Noël, entre guillemets, tradition, repas, en famille ou entre amis, etc. Nouvel An, on est peut-être plus dans le côté c'est les potes, quoi. On sort ou voilà. Donc ça fait à peu près 60-40. Pascal, t'as quel âge, toi? Mentalement ou physiquement? Physiquement, 57. 57 ans. Mentalement, je dois être à 14-15. Papa de 2 grands-enfants? Aurélien Amandine. Aurélien Amandine. Maria Maude. Oui, tout à fait. Avec qui tu travailles? Elle a énormément de mérite. En fait, Maude a une qualité. C'est qu'elle parvient à vivre avec tous mes défauts. C'est pas mal déjà. Et ça, c'est waouh. C'est une belle qualité. Ouais. Alors, il faut savoir que celui-là est vraiment, vraiment, vraiment fou amoureux de sa femme, qui est au passage quand même 3e fromagère de Belgique en 2012 et en 2016. Tout à fait. Donc, il n'y a pas que l'amour pour Pascal, il y a l'amour du fromage aussi. Et par contre, la façon dont tu la rencontres, ça c'est assez rigolo. En fait, si tu la rencontres, c'est grâce au moule. Les gens qui prennent le truc en cours, ils vont quand même se demander ce que c'est. Oui, je sais. Mais alors, il y a rien de salace. À un moment donné, toi, dans ton parcours de vie, on en parlera de façon plus large tout à l'heure, mais tu te retrouves en fait à la tête du rayon poissonnerie dans un magasin, quoi. Oui, tout à fait. Et elle est chef caissière. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le lancement de la saison des moules, mais qu'il y a toujours un laps de temps entre le prix qui est fixé pour être dans les folders et le prix définitif, qui est fixé à la criée en Hollande. Et donc les gens viennent avec un folder en se disant ça coûte autant, mais en réalité non, c'était plus cher. Donc il y avait énormément de plaintes qui aboutissaient au centre d'accueil, et la chef caissière qui devait assumer tout ça et qui forcément a fait appel au chef de rayon poissonnerie, c'était Maude Miro. Et alors, donc, en fait, votre histoire démarre par le fait que vous vous rentrez dedans, quoi. Un conflit. Ça aussi, c'est tendancieux, hein. Mais pas un conflit, mais je sens quand même qu'elle est vachement héritée sur le coup. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, elle te remarque. Tu sais te faire remarquer. Voilà. Bon, Pascal Fauville, au départ, toi, tout petit garçon que tu es, tu veux être ébéniste. Oui. Moi, j'hésite entre ébéniste ou cuisinier. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il faut savoir que ébéniste, il ne l'a pas été d'un point de vue professionnel, mais par contre, il l'est de façon amateur. Ici, c'est toi qui es à l'origine du... Alors, l'idée ici, oui, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Ouais. C'est un autre petit gars d'Anu, Tom, que je salue d'ailleurs. Voilà, tu as cet amour au départ du bois, tu t'imagines ébéniste, et puis tes parents veulent pas. Pourquoi tes parents veulent pas? Parce que on habite un petit village, alors il y a le médecin de village, et le médecin de famille dans le village a fait croire à mes parents que j'étais un garçon intelligent et que je devais faire latin-grec. C'est peut-être mieux d'essayer de le diriger sur autre chose qu'un métier manuel, en sachant qu'il n'y avait rien de péjoratif dans l'histoire, mais voilà. C'était ça l'idée. Et donc, tu te retrouves comme ça embarqué dans l'univers merveilleux de la cuisine. Tu te retrouves à Namur. Oui, en cachette, je vais passer des examens au centre PMS ici à l'école pour être dirigé vers l'école hôtelière. Et donc je vais passer l'examen d'entrée et je me retrouve à l'école hôtelière provinciale de Namur. Et ce qui est assez exceptionnel, là on est en 1983. On est au siècle passé, mais ça doit être ça, oui, je crois, oui. Je l'ai calculé. Ah, formidable, c'est ça. Et ce qui est quand même très très drôle, c'est qu'en fait, donc son amour de la cuisine va naître là. Néanmoins, en fait, il va pas avoir de bons points. Si bien que le directeur de l'école va prévenir ses parents. Qu'est-ce qu'il va dire, le directeur? Votre fils n'est pas fait pour les métiers de bouche. Enlevez-le de mon établissement, s'il vous plaît. Je le soupçonne même d'avoir peut-être promis une prime pour que mes parents me reprennent de là, mais
on avait à l'époque, il y en a toujours maintenant, des stages, mais là c'était le week-end de Pâques et le mois de juillet et le mois d'août. Ouais. Et je me suis retrouvé en stage à l'hôtel du Centre à Crupé, petite entreprise familiale, ouais. Chez monsieur et madame Plainevaux avec leur fils Thierry. Alors, cuisiner, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, c'est vraiment quelque chose que tu aimes? Oui, parce que quelque part, c'est... Qu'est-ce que tu aimes là-dedans en fait, dans la cuisine? Pourquoi tu aimes cuisiner? Parce que tu fais plaisir aux gens. Oui. Tu fais plaisir aux gens et à la limite, quand tu reçois des gens chez toi, je prends quasi plus de plaisir à tout ce qui va être en amont que quand les gens sont là à table. Quand les gens sont là à table, ça me dérange pas de rester appuyé au comptoir et les regarder manger. C'est la finalité. Voilà, ce qui était agréable, c'est de se dire que tu vas faire tes courses, tu réfléchis à ce que tu vas faire à manger, tu achètes tes produits, tu fais tes préparations et tu sais que tout ça, ça va faire plaisir aux gens que tu apprécies. Il y a quand même un côté magique, quoi. Et c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, dans ton activité, tu as ta fromagerie, oui. Tes fromageries, mais à côté de ça aussi, tu as tout un volet traiteur. Et donc, tu cuisines tous les jours, en fait. On a un petit comptoir, on a un comptoir pour les plats préparés, et donc chaque semaine, je fais en général 5 sortes différentes. Ouais. On fait une bonne centaine de plats et ça varie chaque semaine en mettant une viande, une volaille, un poisson, une pâte. Aujourd'hui, en 2024, en plus quand tu dois faire des quantités forcément qui sont plus grandes, c'est vraiment, tu t'amuses à ça? Tu trouves encore de l'amusement ça? Ou ça devient une routine, un travail quoi? Alors, un travail, oui, certainement. Maintenant, une routine, je sais pas si c'est le mot, c'est pas une contrainte en tout cas. Ouais. Même si ça prend beaucoup de temps, mais il y a en fait quelque chose qui est agréable, c'est que en discutant avec les gens, je vais prendre un exemple. La semaine prochaine, je vais faire des boudins et je vais faire des chicons moitié-moitié. Mmh. Chicons gratin avec moitié vacherin fribourgeois, moitié gruyère. Parce qu'il y a des gens qui les ont demandé. Donc tu sais qu'en faisant ça, ça va faire plaisir à ces personnes. Après, la frustration, c'est quoi? C'est que tu dois t'arrêter à une barquette que les gens vont remettre dans un four. Ouais. Donc tu peux pas t'amuser à faire un joli dressage et ça marche pas quoi. Mais dans le même temps, on est ici dans ce que tu as très joliment baptisé la table du fond. Oui. Donc en fait, c'est un bâtiment qui se trouve, si vous voulez, à l'arrière de la fromagerie et sur lequel, regardez, je vous montre quelques images tiens maintenant. Vous voyez, il y a quelques tables, etc. Nous, on est dans la partie cuisine, voilà. Mais ça, en fait, tu t'en sers. Pourquoi? C'est pour de la dégustation? C'est pour cuisiner pour des potes? Tu fais quoi ici? C'est un espace que les gens peuvent louer pour, on va dire, pour faire leur petite soirée s'ils ont envie. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est voué aussi au fait de faire certains ateliers, alors pas de manière récurrente. Ça ne doit pas devenir une charge, une contrainte en se disant 2 fois par mois on va faire ça ou ça. Ouais. Ça doit rester un plaisir et allant souvent au bout, voire même au-delà du bout des choses. Ouais. Donc effectivement, comme tu dis, il y a la cuisine, il y a l'espace ici, et alors il y a la terrasse extérieure avec un ophir, avec un green egg, il y a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que c'est la convivialité prime avant tout. On continue le parcours. On est en 1988. Et notre bon Pascal arrive à ce moment-là à Evere, quartier général du groupe GB. Et en fait, il va commencer par travailler dans la cuisine, en réalité, de la cuisine d'entreprise, quoi. Oui. C'est ça, t'es commis, là-bas. J'arrive comme commis de cuisine chez Resto GB à l'époque. Resto GB. Ouais. Alors, ça va être drôle. Je vous passe toutes les étapes, mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, va naître ce concept qui existe toujours, que vous connaissez, qui est le Lunch Garden. Et en fait, tu vas te retrouver chef des Lunch Garden là-bas. Donc je démarre comme commis de cuisine, puis chef de partie, puis sous-chef de cuisine. Ouais. Et on arrive sur la transition où à l'époque ils faisaient ce qu'on appelait les premiers food markets. Donc on cuisinait devant les gens. Finalement un peu comme ici. Ouais. Tu avais un stand et tu cuisinais devant les gens. Donc tu sortais sur le service. Et tout était frais en plus. Ouais. Tout était frais, préparé à la minute devant le client. J'ai encore tout le truc en tête. Fiche technique par 6 portions. C'était un truc de malade. C'était une école géniale parce que t'étais stressé, tu avais les files de clients devant toi et tu pouvais pas tirer la tronche et jurer. Tiens, j'ai lu un truc, dis-moi si c'est vrai, dans les Lunch Garden justement. Il paraît que les plats les mieux vendus, c'est le vol au vent, c'est les boulettes sauce tomate et je me demande si c'est pas le steak de mer. Alors, à l'époque, tu vois, steak de mer et boulettes, on ne faisait pas. Mais le vol au vent, il y avait un stand vol au vent, c'est vrai que t'en sortais des kilos, c'était un truc de malade, quoi. Mais on avait un stand pâtes fraîches, ouais. Un stand plat du jour,
le stand vol au vent et puis un stand grillade. Et donc tout était vraiment fait à la minute. C'était un truc. Il faut remettre ça dans le contexte. On est fin des années 80. C'est quand même novateur l'idée d'avoir comme ça un endroit dans lequel tu peux retrouver aussi bien de la cuisine italienne finalement qu'une grillade qu'un vol au vent. C'est pas mal. Et puis alors après, il va sortir du Lunch Garden pour se retrouver dans la grande surface. Oui. Et là, il va falloir que tu m'expliques. Tu es en fait dans un GB qui est un peu particulier, c'est le GB d'Oderghem. Il te demande en fait de reprendre le rayon poissonnerie. Oui. Pourquoi ? J'avais fait un truc moche, je ne sais pas pourquoi. Ton passé non, mais pourquoi poisson toujours. Quoi je veux dire, tu aurais pu prendre la boucherie. Alors c'est parti sur une connerie, tu sais que. Enfin, j'ai toujours un côté, je veux pas dire grande gueule, mais enfin, j'aime bien discuter, raconter des histoires. Et le directeur du Maxi, puisque c'est encore le Maxi d'Oderghem, vient en fin de service pour manger. Et puis, il fait, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Et je commence à lui raconter une histoire en disant, on a une formidable échine de porc cuisinée comme le faisaient nos grands-mères, avec et il commence à pouffer de rire. T'es un vendeur. Et il dit, mais t'es quand même un bon vendeur. Il dit, je cherche quelqu'un pour le rayon poissonnerie. Et je dis, si vous cherchez, vous savez où je suis, faites une proposition. Et ça a démarré comme ça. Alors, de nouveau dans ton parcours, ça c'est très étonnant, tu te retrouves là-bas, on est en 2003, si ma mémoire ne fait pas défaut. Non, en 99, pardon. En 99, tu t'occupes du rayon poissonnerie du GB d'Oderghem. Et puis en 2003, donc finalement 4 ans après, on te nomme responsable de tout ce qui est poissonnerie, mais pour l'ensemble du groupe. Et là, c'est déjà Carrefour, d'ailleurs. Oui. Pourquoi et comment tu passes de la responsabilité du rayon poissonnerie dans un point de vente à la responsabilité pour l'ensemble du groupe ? J'ai été chef de rayon poissonnerie pendant un peu plus d'1 an. Puis je me suis occupé de la formation au niveau national. Mais c'était quand même beaucoup de boulot. Donc c'était, on va dire, Middelkerk, Ostend, Arlon, c'était surtout les hypermarchés. Puis à un moment donné, la direction a dit, voilà, celui qui est directeur marketing pour la poissonnerie change de fonction. Ouais. Et on m'a demandé si je voulais la reprendre. Et donc je me suis retrouvé effectivement direction marketing poissonnerie, Carrefour Belgique, hypermarché. C'est chouette comme job. T'as bien aimé ça ou pas, ou c'est très contraignant? Non, franchement, les années passées en poissonnerie, que ça soit sur le terrain ou dans les bureaux, ça fera partie des plus belles années professionnelles ouais, vraiment. Alors en magasin, tu vas me prendre pour un fou, mais quand tu dresses un rayon poissonnerie, que tu reçois tes marchandises et compagnie, le plaisir de toucher ce poisson frais, limite, c'est tu reçois un saumon, tu le regardes dans ses yeux, tu le caresses et tu lui dis t'es joli, quoi. Mais on a fait des rayons de malade, on a fait des trucs de fou. On a le plus fou qu'on ait fait, on a eu un requin renard qui faisait 200, je crois que c'était 234 kilos. C'était un truc, on s'est dit on va le mettre comme ça sur le comptoir. Ouais. Non, quand il est arrivé, il est tombé comme ça sur le comptoir et on l'a laissé comme ça parce que tu pouvais plus le bouger. Kilos, forcément. Mais voilà, donc on a fait des trucs géniaux. Ça doit être aussi une école, je dirais, hyper accélérée par rapport au management, par rapport à ce genre de choses. Tu avais combien de gens qui travaillaient, je ne veux pas dire pour toi, je ne suis pas ça joli, mais en fait, tu avais une 50aine de poissonneries. Ah oui. Bon, et alors, donc 2003, tu reprends la poissonnerie pour le groupe Carrefour, tu fais ton petit bonhomme de chemin là-dedans. Manifestement, on a bien compris que tu étais très heureux là-dedans. Néanmoins, 2006, petite graine dans sa tête, où il se dit, et si je montais une fromagerie à mon compte? Cette fromagerie, on y est aujourd'hui, elle a vu le jour en 2008. Donc pendant 2 ans, ça trotte dans la tête. Là, tu te doutes bien que la première question qu'on se pose, c'est se dire, pourquoi passer du poisson au fromage? Je te pose toutes mes questions. 2, pourquoi quitter un poste dans lequel manifestement tu es heureux, à responsabilité, que tu maîtrises, pour se lancer en fait dans une aventure qui peut être excessivement riche, et heureusement ça s'est confirmé, mais ultra risquée. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors le fait de quitter la poissonnerie, je rentre un jour à la maison du boulot, et puis j'ai un coup de fil de mon patron de l'époque, qui était Carole Keulers,
fervent supporter du KV Mechelen, et un monsieur remarquable. Et Carole me téléphone en disant écoute, est-ce que tu veux reprendre, tu laisses tomber la poissonnerie et tu reprends le traiteur? Et je dis mais Carole, non, il y a quand même encore des trucs à faire en poissonnerie. Et puis là, le saligo, il me dit oui, je comprends, t'as ton petit bonhomme de chemin, tu sais que le mardi t'es à Zeebrugge, t'as ton petit truc organisé, je pensais que t'aimais bien les défis. Non, tu peux pas dire ça. Ça va te prendre par le sentiment, quoi. Oui, je crois. Ouais. Et je lui dis, ce qui est la réalité aussi, je dis écoute, de toute façon, je suis engagé par Carrefour. Si demain Carrefour me dit tu pars de là et tu vas là, ben, c'est comme ça. Tu pars de là et tu vas là. Et je lui dis écoute, voilà. Et donc une demi-heure après, il me ressonne, il me dit voilà, je redescends du comité de direction et Carrefour Belgique a décidé que tu reprenais le métier traiteur. Sauf que moi, le métier traiteur, je connaissais pas. Ouais. Moi, le fromage, voilà, c'était ma connaissance, elle était là. C'était le fromage avec papa. C'était un morceau de gouda avec du sel au céleri. Et il fallait pas me parler d'un bleu, d'un chèvre, encore moins d'une croûte lavée. Je savais déjà même pas que ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Et donc, dans les attributions, on devait créer le référentiel du métier. Et donc, j'ai dû créer celui du traiteur. Et je l'ai fait comme si c'était pour moi. Et donc, je me suis documenté, j'ai acheté des bouquins, etc. J'ai un faible pour l'achat des bouquins cuisine, j'avoue. Et donc, une fois que ça a été fait, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au fromage, en fait. Ok. Et donc, sur ce laps de temps au métier traiteur, de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas une fromagerie. Et comme disait si bien Maud, en fait, le fromage, c'est quand même le seul, ouais, je crois le seul ou un des rares aliments où tu ne tues pas d'animal pour arriver à un produit. Effectivement, oui. Et en plus, c'est un produit qui est toujours vivant. Tu prends un fromage au lait cru, ça évolue, etc. Donc, ouais. Et voilà, ça a démarré comme ça. C'est de là que ça vient. Tiens, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe aussi, une rencontre qui est pas anodine dans ton parcours. C'est cette rencontre avec Pierre Fontaine. Mm-hmm. Pierre Fontaine que tu rencontres quand tu travaillais chez Carrefour. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ? La toute première rencontre, on développait pour le rayon poissonnerie des plats préparés. En fait, l'idée du concept, c'était de préparer des plats à base de poisson en rayon, devant les gens, de les mettre sous barquette operculée, les mettre en libre service, que les gens achètent, rentrent à la maison, et puis voilà. Ce que je fais maintenant. Oui. Sauf que je crois qu'à l'époque, c'était peut-être un petit peu trop tôt, c'était pas encore dans les habitudes des gens. Mais donc, il y avait des fiches techniques, il y avait des tests à faire, et il y avait une cuisine test dans les cuisines à Evere. Et j'avais des tests qui étaient prévus, donc il était prévu que la direction descende pour goûter, etc. Puis j'ai un coup de fil du responsable produit, et pour tous les produits frais, et il me dit la direction ne sera pas là. Je me dis bon, ok, ça va. Mais Pierrot Fontaine sera là. Juste, histoire de repréciser les choses. Pierrot Fontaine, sommité évidemment de la cuisine belge, par exemple cofondateur des maîtres cuisiniers en Belgique, avec des gens comme Pierre Winans, hein, c'est comme chez soi, ou encore Pierre Romeyer. Alors il y en avait encore d'autres, mais enfin voilà, moi les trois Pierres, c'est vraiment quelque chose. Enfin bref, grand monsieur quoi. Très grand monsieur. Et donc là du coup je me dis mais... Et donc en fait il vient de juger quoi. Oui. Ouais. Oui, alors, en fait, c'est ça. Tu te dis, mais il va venir me juger. Et en fait, je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui était, exceptionnel à tout point de vue. J'ai toujours en tête, on avait un filet de sébaste avec un coulis de tomates et des crevettes grises. J'oublierai jamais de ma vie. Et donc, je présente la fiche technique en disant, ben voilà, il y aura ça, ça, ça. Et puis, en parcourant la fiche technique, il y a Pierrot qui fait, enfin, il y a Monsieur Fontaine qui fait... peut-être que les crevettes grises, une fois que ça va sortir du four, c'est quand même prévu pour le micro-ondes, ça va pas être top. Je dis, en fait, ce que j'ai fait, elles sont sur le coulis de tomate, le poisson est posé au-dessus, il y a de nouveau un peu de sauce, donc j'explique, mais il y avait un doute. Tous les produits sont goûtés, chacun donne son avis. Tu changes pas ta recette du coup. Ah non, je change. Tout était planifié, il n'y avait plus qu'à réchauffer, entre guillemets. Ouais. Et là, tu vois la grandeur du monsieur. Il regarde les responsables de Carrefour qui sont là
Et il dit en fait, je tenais à dire une chose, c'est que l'avis que j'ai mis sur la dorade avec les crevettes grises, il ne faut pas en tenir compte parce que la manière dont ça a été fait, c'est vraiment bien. Wow. Et là, tu te dis... Donc il fait un en dorade en fait. Oui. Ah oui, c'est... Et ça, franchement, ça a été le début d'une histoire... Mais est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être cet aspect-là qui, entre guillemets, t'a lié d'une certaine façon avec lui, parce que il a été quand même... Enfin, je veux dire, c'est une sommité de la cuisine belge, et le gars t'a donné des conseils quand t'as lancé ton affaire, au point même qu'il est venu te donner un coup de main. En fait. Oui, parce que quand le projet a commencé à mûrir, comme tu dis, pendant un peu plus de 2 ans, ça te trotte dans ta tête. Ouais. Et donc j'avais mon petit calepin, je notais les points positifs, les points négatifs. Et puis un jour, j'ai demandé pour discuter avec lui, je lui ai expliqué, je dis voilà, j'aimerais bien, ça va s'appeler à table, parce que tout va tourner autour des plaisirs de la table, on aimerait bien décliner avec ça. Et je le vois encore, il avait le bout de ses doigts, tellement il avait travaillé un peu déformé, là comme ça, et je le vois encore, je dis, attends, il dit ça c'est bien, mais tu veux faire trop de choses en même temps. Si tu veux faire tout ça, tu dois engager du personnel. Au début, ça sera pas possible. Donc, commence avec ça. Et tous les 6 mois, viens avec un petit truc en plus. Comme ça va étonner les gens. Et puis, à la fin de l'entretien, il dit, et si tu lances ton truc, il dit, sur la vitrine, tu peux mettre avec les conseils culinaires de Pierre Fontaine et je viendrai chez toi. Ça, c'est classe. Et donc, on a lancé le truc. Et le jour pas de l'ouverture du magasin, on a fait une petite réception la veille en fin de journée. Ouais. Et Pierrot Fontaine est arrivé. J'ai encore une photo dans mon bureau, à la maison. Et puis à un moment donné, il est allé derrière, il a commencé à ouvrir les bouteilles, servir les verres. Je dis, mais Pierrot, non. Il dit, vas-y, laisse-moi un peu tranquille, fous-moi la paix, va voir tes gens, moi je vais faire le service. Wow. Et puis quelques mois ont passé. Et puis il faut savoir que quand le magasin s'est ouvert, ça s'est passé un peu difficilement... au niveau de ma personne. Ouais. Et puis vers le mois de septembre-octobre, clac, la porte s'ouvre, Pierrot Fontaine rentre dans le magasin. Et alors, quoi, qu'est-ce qu'on a prévu pour les fêtes, etc. Maud lui explique la situation. Et puis là, il dit non, il dit ça va pas. Donc on a fait des menus, on a composé les menus de fête avec lui. Et il est venu faire les mises en place de Noël et de Nouvel An, ici avec moi dans la cuisine. Pourquoi tu penses qu'il l'a fait ? Qu'est-ce qu'il a attiré, qu'est-ce qu'il a apprécié chez toi, à ton avis ? Je crois que Pierrot était d'une gentillesse et était d'une serviabilité, mais sans limite. Et je crois que quand ça passait bien avec les gens, je crois que c'était tout. Voilà. Grandeur d'homme, quoi. Oui, vraiment. Un grand monsieur. Oui. Tiens, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit un truc qui m'a fait un peu tilter, je t'avoue. Tu m'as dit, tu sais... Tu me fais peur parfois. Tu me dis Pierre Fontaine, PF. Pascal Fauville, PF. Ouais. Comme quoi. Mais dis-moi la vérité, tu crois qu'il y a tu t'es dit tiens, c'est une jolie coïncidence, tu penses qu'il y a un signe, tu penses qu'il y a un truc? Non, je vais pas dire qu'il y a un signe parce qu'on va nous prendre pour des malades, mais dis-moi ce que tu penses. Mais il y a des fois, parfois, il y en a qui me disent, mais enfin, pourquoi est-ce que tu vas encore faire ça et ceci dans une école et ça? Je dis, mais quand moi j'ai eu besoin, il est venu naturellement sans qu'on lui demande. Ouais. Alors tu te dis, mais est-ce que c'est pas la moindre des choses, si tu peux rendre l'appareil à d'autres, de le faire également? Ouais. Après, oui, ça te fait... Tu sais, parfois, tu réfléchis, tu te dis Pierrot Fontaine, PF, Pascal, tiens, pourquoi pas. Voilà, mais... Ah, écoute, je t'assure que quand tu me l'as dit, Mais c'est un truc qui m'a fait sourire, et puis voilà. Ouais, et puis, si un jour, quelqu'un te dit ouais, t'es comme Pierrot, t'es quand même gentil, et tu es là pour les jeunes, etc. Ah, c'est un joli compliment, ça. Franchement, oui. C'est... Pascal, si tu veux bien, j'aimerais qu'on aborde, parce que tu sais que j'aime ce côté entrepreneur, et ce qui m'intéresse aussi dans ces vidéos, c'est de parler vraiment de la vraie vie d'entrepreneur, parce que j'ai le sentiment que parfois on idéalise un peu trop les choses, ou parfois on noircit trop les choses aussi. Toi, quand tu démarres en fait vraiment ton activité, donc faut imaginer, tu sors en fait d'un statut de salarié dans un grand groupe avec les avantages qui vont avec. Tu as tes petits sous de côté, j'imagine. Tu démarres en fait ton affaire. On sait que c'est de l'investissement. Au moment où tu démarres, on comprend que Pierre Fontaine, quelque part, te
te calmes un peu peut-être dans tes ardeurs en disant vas-y petit et puis grandis tout doucement au fur et à mesure. Je tiens juste à préciser que si tu entends des gémissements, c'est pas moi, c'est le chien qui dort à mes pieds. Oui, c'est vrai. Alors c'est Lardon qui est avec nous. Vous savez quoi? Ça c'est la magie de la vidéo. Je vais vous montrer Lardon maintenant. Donc un papa berger australien, une maman épagnol breton, et lui hésite entre épagnol australien ou berger breton. Il start, voilà. Fan de fromage le chien? Je crois qu'il n'y a pas que le fromage. J'aurais pu l'appeler Dyson parce que c'est un bon aspirateur. Il est pas mal tombé, quoi. Exactement. Et donc, j'en reviens donc au lancement finalement de la fromagerie. Quelles sont tes ambitions quand tu démarres en fait? Tu espères quoi quand tu démarres? Moi, je veux une toute petite boutique pour travailler tout seul. Il y a un truc qui est très rigolo dans ton parcours aussi. C'est que ici, en fait, c'est une boucherie qui est devenue une fromagerie. Il y a une autre adresse à Warren. C'était une boucherie aussi. C'est ça. Mais voilà, on s'arrête là. Hein. Oui, voilà. Il y a encore d'autres boucheries. Les bouchers peuvent rester tranquilles. Si vous êtes boucher et que vous êtes d'accord de remettre votre affaire dans de fromagerie, il faut prévenir Pascal. Et donc, ton but au départ, c'est de commencer petit, c'est de grandir tout doucement. Tu rêves d'avoir l'établissement que tu as aujourd'hui? Non, franchement, non. Quand tu dis grandir tout doucement, c'est se dire on a une petite boutique, on fait son petit truc le mieux possible en y mettant tout son cœur et toute sa bonne humeur, mais pas de se dire on va agrandir, etc. Ouais. T'as pas la folie des grandeurs, quoi. Ah non, pas du tout. Arrête-moi si je me trompe, mais au début c'est vraiment difficile en fait. C'est quand même un parcours assez magnifique. Donc on signe le bail ici le 1er avril, le fameux poisson. Ouais. Et du 1er avril au 7 mai, on fait nous-mêmes les travaux d'aménagement pour que ça soit un peu différent, même si ce n'est que c'est plus de la déco qu'autre chose, puisque les comptoirs étaient là, etc. Ouais. Et puis à peine 10 jours après, Maud se retrouve quasi toute seule à gérer la boutique parce que moi je fais un petit burn-out sympathique. Parce que tu viens d'un univers où tu as pu tout gérer, tout calculer, tout mesurer pendant des années, dans la grande inconnue où tu n'as aucun point de repère. Parce que oui, le boucher peut te dire, moi avant je faisais ça comme chiffre, mais une boucherie et une fromagerie, c'est pas la même chose. Surtout qu'à Nu, vraiment une fromagerie, il n'y en a jamais eu. Oui, il y avait bien des boucheries avec un peu de rayon fromage, mais vraiment une fromagerie, non. Tu sais, on parle du burn-out comme étant un épuisement professionnel. Un épuisement qui peut venir de plein de choses, d'une pression, d'une quantité de travail, Et ici, quelque part, en fait, on se doute bien que lancer une affaire, c'est plein de choses très positives aussi, dans le sens où on rêve, en fait, son établissement. Ça doit être très stressant quand même, parce que tu t'engages personnellement, humainement, financièrement, sur tous les plans. Il y a la notion de risque, évidemment. Tu crois que c'est cette pression-là qui t'a amené à décrocher à un moment donné ? En fait, je crois que toute la pression positive avant l'ouverture fait que tu es tellement dedans que tu te dis waouh, c'est génial. Voilà. Ouais. Et puis une fois que tu es dedans, tu te retrouves confronté à ouvrir une porte le matin. Et ça m'est déjà arrivé de retraverser le magasin en allant vérifier qu'elle était bien ouverte parce que personne ne l'avait poussée. Et franchement, c'est très compliqué parce que tu te dis, mais finalement, de manière égoïste, tu as eu entre guillemets un rêve, tu as voulu le réaliser, oui. Et tu vas te retrouver au pilori sur la grande place d'Anu, tes enfants vont mourir de faim, oui. Ton épouse ne pourra plus sortir de... Enfin, oui, t'imagines les pires trucs, oui. Et voilà, oui, franchement, ça c'est compliqué. J'oublierai jamais... J'avais ma grand-mère, ma nénène, ouais. Qui venait tous les samedis avec son cache-poussière et ses essuies. Elle venait faire la vaisselle chez le gamin. Parce que des fois qu'il y aurait beaucoup de monde, il n'aurait pas le temps de faire la vaisselle. Et un dimanche, elle arrive à 10h30 avec ma maman. Et je suis en pleurs dans la cuisine parce qu'il y a quasi personne qui a poussé la porte. Et t'es là et t'as ta grand-mère qui te regarde les yeux embués, etc. En se disant, allez, ça va aller, quoi. Et tu te dis, t'as mal toi-même, et tu vois que tu fais de la peine à ta maman, à ta grand-mère, et c'est des trucs où, ouais, c'est un peu moche, ouais.
C'est à ce moment-là, en fait, comme Maude, qui, elle, si j'imagine bien, travaillait toujours chez Carrefour, oui, va quitter son job chez Carrefour pour te rejoindre dans l'aventure. Elle avait pris ses congés pour, on va dire, les 10 premiers jours au magasin. Et puis forcément, moi laissant tomber les bras et tout ce qui va autour, on a vite téléphoné à son directeur de magasin, Monsieur Salah, très grand monsieur d'ailleurs, qui habite maintenant du côté de Grenoble. Et on lui a expliqué en disant, Monsieur Salah, est-ce que Maud peut prendre une pause carrière parce que tout seul, ça sera pas possible. Et il a dit, ok, on va remplir les papiers, et puis voilà. Ça faisait combien de temps que tu étais avec Maud? Ça faisait... tu dois me demander avant, et pour des dates, parce qu'après, elle va regarder le truc. On va dire que c'était exprès, c'était une mise en scène, etc. Voilà. Ça faisait 8 ans. Ça faisait 8 ans. Oui. Quelle preuve d'amour incroyable. Non, mais si, c'est vrai. C'est un truc de dingue. C'est effectivement ce qu'elle a fait là. Si on avait inversé les rôles, franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je ne sais pas. Je suis très intime dans cette question, mais comment toi tu te sens justement par rapport à ton épouse, par rapport à toi-même, par rapport à tes enfants, tu as un sentiment quoi là, de culpabilité? Tu te sens comment? À ce moment-là, quelque part, quand on a préparé cette interview et qu'on a un peu effleuré ce sujet-là, tu as utilisé le mot devoir. C'est elle a dû venir en renfort. Tu te sens coupable de ça? Je me sens avant tout reconnaissant. Ouais. Ça, c'est une chose. Coupable, non, mais je sais que je crois que elle, son rêve, c'était d'être bibliothécaire. Donc, c'était pas se retrouver dans une fromagerie, c'était pas son truc. Après, c'était pas son truc. Quand je vois maintenant, que ça soit ses fabrications, que ça soit tout ce qu'elle fait dans l'affinage, etc., ça me dépasse totalement. Oui. Mais j'en suis pas jaloux, hein, et je vais même pas essayer de faire la même chose ou différent. Non, elle a des affinités pour ça, et c'est une force qu'elle a que je n'ai pas, et je reconnais cette force-là comme pour tout ce qui est système informatique dans le magasin, etc. Moi, c'est système informatique, c'est on/off ou le marteau si ça ne va pas, quoi. Dans le système que compose votre couple, il y a vraiment cette notion de complémentarité. C'est-à-dire que si un, de façon temporaire ou définitive, ne sait plus faire quelque chose, c'est l'autre qui va prendre le relais. Oui, et très franchement, imaginons que demain matin, touchons du bois que ça n'arrive pas, hein. Oui. Imaginons que demain matin, elle se lève et elle dise « Écoute, finalement, Fauville, t'es vraiment un connard, je m'en vais. » Franchement, je ne sais pas ce que je fais. Mais je ne sais pas ce que je fais. Déjà, je dois engager 2 temps plein pour la remplacer. Je ne connais rien du tout à l'administration parce que c'est elle qui gère toute cette partie-là. Je ne sais pas ce que je fais. Oui, vous êtes un système, vous fonctionnez ensemble. Oui, alors, je crois qu'on pourrait encore être plus performant que ça, parce qu'on a parfois, on est 2 têtus tous les deux. Oui. Enfin, tu le dis pas, ça tu couperas, mais surtout elle. Et donc, à un moment donné, on arrive parfois à des confrontations qui fait que on pourrait aller jusque-là en voyant chacun et en respectant l'angle de vue de l'autre. Et puis parfois, on est un peu têtu, on se prend la tête et puis voilà, mais bon, c'est... Parce que tu vois, je me dis, en fait, la façon, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans ton parcours, c'est la manière dont ton épouse arrive dans l'affaire, parce qu'on sait que tous les couples n'ont pas cette capacité de travailler ensemble. Et on sait que travailler ensemble, ça demande probablement une intelligence tout à fait particulière. J'imagine qu'il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au boulot. Parce que, mine de rien, c'est pas ton ventre, hein, encore une fois, c'est l'ardon qui grogne. En fait, il rêve, je pense, il ronfle. Mais c'est vraiment ça, vous travaillez, enfin, vous êtes physiquement dans les mêmes locaux tout le temps. T'as jamais besoin, toi, enfin, ou elle, de partir et de... Alors, l'avantage, c'est que moi, j'ai 2 jours de livraison pour les restaurants. Ah ouais, ok. Mais
Mais je crois que si je lui téléphone pas 10 fois, je lui téléphone pas, quoi. Oui, je pense à un truc là, téléphone et voilà, c'est donc elle a une faculté énorme, c'est que une fois qu'elle ferme la porte à clé, elle parvient à se dire stop à table, c'est fini. Ok. Elle va rentrer à la maison, elle va lire un bouquin, elle va regarder la TV, elle va aller dehors dans le jardin, peu importe. À table, c'est fini. Moi, j'y arrive pas. Ouais. Et j'y arrive pas, et donc ça continue à tourner, etc. Et puis parfois intérieurement, je me dis mais comment est-ce que tu peux te mettre là à lire un bouquin alors qu'il y a ça et ça à faire? Ça, tu m'as déjà dit, toi. Oui. Tu considères, c'est comme ça que tu le dis. Tu dis, mon problème, c'est que je sais jamais déconnecter. Non, j'y arrive pas. Mais quelque part, j'aimerais tellement arriver à faire ça. Et en même temps, si on me disait, écoute, c'est simple, hein, tu pousses 2 cm en dessous de la clavicule gauche et tu déconnectes, je ne sais pas si j'aurais le courage de pousser 2 cm en dessous de la clavicule gauche. J'ai l'impression que lorsque je m'arrête, je perds du temps. C'est moche. Hein. Tu culpabilises si tu t'arrêtes. Mais franchement, mais quand on y pense, mais c'est moche comme phrase. Et je reconnais, hein, mais... J'ai l'impression que lorsque je m'arrête, je perds du temps. Alors, il y a une chose. Ça veut dire que tu ne donnes pas peut-être la bonne valence au temps de récupération, qui est important quand même. Pour avancer, il faut quand même à un certain moment pouvoir ça, s'arrêter. On est d'accord. Il y a une chose qui... Donc, mon papa s'est tué qu'il avait 52 ans. Oui. Accident de la route. Accident de la route. Enfin, voilà. C'est la mort d'un proche, quelles que soient les circonstances, c'est moche, mais là, c'était vraiment d'une brutalité. Et donc, j'avais dit à Maud, pour mes 50 ans, je dis, tu fais rien. Je dis, n'envisage même pas une surprise ou quoi que ce soit, je veux pas d'anniversaire. Ni à 50, ni à 51. Et quand j'ai eu 52 ans, je me suis dit, ok, maintenant, tout ce qui va se passer, c'est du bonus par rapport à ce qu'il n'aura pas pu faire. Alors, on sait, de nouveau, ça n'a ni queue ni tête, c'est comme le PF, Pierrot Fontaine, Pascal Fauville, mais c'est comme si le fait d'arriver à 52 ans, tu passais un cap que lui n'a pas su passer. Et tout ce que tu fais après, je vais pas dire à chaque fois que je fais quelque chose, mais par moments, je me dis, enfin aujourd'hui j'en ai 57, j'ai encore tellement d'idées en tête, je me dis, mais il est parti avec quoi en tête finalement? On n'aura jamais de réponse. Et c'est étonnant ce que tu racontes là, parce que comme tu sais, moi c'est un malheureux point commun que nous avons, c'est que j'ai perdu mon père aussi d'un accident de la route. Il avait lui 39 ans. Et ce que tu dis là, à l'instant, c'est ce que moi j'ai vécu aussi quand j'ai eu 39 ans. C'est fou, hein? Je pense que tu ne peux pas faire autrement que quand tu as l'âge où est parti un de tes proches, tout proche, mais forcément tu y penses. Et quelque part, oui, c'est vrai qu'un peu probablement comme toi, je me pose aussi la question. Tu vois, je me dis, aujourd'hui j'ai bientôt 50 ans. Tiens, enfin, tout ce qui s'est passé depuis entre mes 39 ans et mes 50 ans. Mais oui. Pascal, on va passer sur un truc un peu plus léger maintenant. Le lait cru, c'est la vie. Tu dis tout le temps ça. Mais oui. Mais non, c'est le gras, c'est la vie. Oui, aussi. Le beurre, c'est la vie. Oui, aussi. Le lait cru, c'est la vie, ça vient d'où ça? Parfois, je sors des trucs comme ça. Non, mais attendez, il dit qu'il sort des trucs comme ça, mais il y croit tellement fort qu'il se les fait tatouer, ça, quand même. Alors attends, je réfléchis. Oui, c'est un gros tatouage. Il y a le raw milk power, la force du lait cru. Power. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Puissance du lait cru. Oui. C'est quoi du lait cru? Un lait cru, c'est d'office toujours inférieur à 40 degrés, automatiquement, c'est température sortie du pied de la vache. Voilà. Ok. Voilà. Enfin, la vache, la chèvre, la brebis, etc. Et donc un lait cru, c'est ça. Un lait thermisé, tu vas le chauffer 57 degrés à peu près. Un lait pasteurisé, on va le monter à 72 degrés. Après, en fonction des températures, il y a une durée plus ou moins longue. Mais l'idée de le faire chauffer, c'est pour éliminer les petites... Tu élimines en fait toute la flore naturelle qui est dedans. Oui, c'est ça. Voilà. Et pourquoi le lait cru est plus intéressant, par exemple, qu'un lait pasteurisé? Parce qu'on va dire tous les laits crus vont être différents. Oui. Imaginons qu'il y a un troupeau ici à Nu et un troupeau à Merdorp, qui n'est pas une insulte, c'est le nom de mon village. Ouais. Mais ils vont pas manger la même chose, même s'ils mangent de l'herbe.
le troupeau ne va pas manger spécialement la même chose. Donc automatiquement, sur base de l'alimentation, on a un produit, entre guillemets, final qui est le lait, qui sera différent. Pourquoi est-ce qu'un lait de montagne est différent d'un lait de plaine? Pourquoi est-ce qu'un lait de printemps est différent d'un lait d'hiver? Parce qu'elles ne mangent pas la même chose. Voilà, ce sont toutes ces choses qui font que, je veux dire, tu n'as quasi jamais deux fois la même chose. Tiens, c'est drôle qu'on parle de ça et plus de cette technique par rapport au lait, au fromage de façon générale, mais j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. C'est quand tu es passé de la poissonnerie, donc rayon traiteur, et puis tu ouvres ta fromagerie, mais est-ce que tu as dû prendre des cours pour apprendre le fromage, pour apprendre tout ça? Alors, il n'y a pas d'accès à la profession sur le métier de fromager. Toi, tu ne fabriques pas de fromage, hein? Alors, maintenant, on a un atelier de fabrication. Ah, ok. Voilà. Mais tu as ton propre fromage? Alors, effectivement, je ne fabrique pas, c'est Maud qui fabrique. Ok, mais donc il y a voilà, donc en fait, on a suivi une formation en fabrication de fromage fermier chez Peter de Kock à la bergerie d'Acremont. Maud l'a suivi une année, moi je l'ai suivi l'année suivante. Moi, ce que je voulais surtout savoir, c'était le genre d'environnement qu'elle devait avoir pour fabriquer. Okay. Et donc, je lui ai fabriqué son petit atelier qui est à côté de mon atelier cuisine. Okay. Et donc, elle fait des desserts lactés, elle fait des yaourts, elle fait des riz au lait, des panna cotta, etc. Elle fait de la maquée et puis elle fait une petite croûte fleurie. Alors, c'est très, on va dire, c'est très minime en termes de production et c'est juste ici dans le magasin. Mais il y a aussi un côté... je vais dire un côté didactique dans le sens où tu peux dire aux gens, ben ça, c'est fait juste là au bout de la boutique et le lait, il vient de chez Arnaud et de son épouse qui sont à Benahin et d'expliquer, voilà. Parce que, en fait, au travers de cette activité de fromager, il y a essentiellement des rencontres d'hommes en permanence. J'aimerais que tu me racontes le tout premier producteur de fromage que tu as été voir. Il faisait de l'étivase d'alpage. Pipo. Ouais. Pipo, c'était son prénom, la famille Rosa. On se retrouve, je sais plus moi, à 1300 mètres d'altitude, peu importe. Maud a une crise d'angoisse parce qu'elle ne supporte pas le vide et quand elle voit à côté de la voiture, etc. Et puis on arrive au bout d'un chemin, il n'y a plus rien au bout. Au bout, il y a son chalet et puis il n'y a plus rien. Ouais. Et on va frapper à la porte. Et puis il y a un gars qui vient ouvrir et puis je lui dis ben voilà, bonjour, on vient de Belgique, on travaille l'étiva, est-ce que c'est possible de discuter un peu avec vous? Mais vu qu'il est presque midi, ben on vous laisse manger et puis on viendra après. Et il y a le gars qui commence à sourire et puis il y a le propriétaire du chalet qui vient et puis il fait bonjour, ben, c'est pas grave, c'est l'heure de l'apéro, venez, on va boire un coup. Ah ouais. Et puis le jeune gars qui nous a ouvert commence à sourire et puis en fait le jeune gars, il était originaire de Liège. Mais non. Forcément, ça crée bien. Et il faisait apprenti paysan. Alors déjà le titre, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Apprenti paysan. Mais waouh, quel type de noblesse. C'est vrai. Et donc on a bu un coup, on a bu deux coups, on a bu 10 coups, on a bu des coups. Je savais même pas qu'il y avait autant d'alcool dans un chalet d'alpage, mais il a dit c'est pas grave, c'est pour désinfecter quand il y a des mammites. Oui, c'est ça. Voilà. Infection des mamelles des vaches. Ouais. Et c'est un moment que tu n'oublieras jamais. Après, il y en a qui disent c'est bien et c'est pas bien. Alors, pourquoi ce serait pas bien? Alors, une fois que tu as rencontré un producteur, tu as vu son environnement, tu l'as regardé dans les yeux, tu lui as serré la main, tu as discuté, tu connais son quotidien, etc. Son produit prend une dimension différente. Oui. Et à la limite, même s'il y a un petit défaut, tu vas dire « Ouais, mais en même temps, quand tu connais toutes les contraintes, c'est pas grave. » Donc, il y en a qui disent « Moi, je veux connaître personne, je goûte le produit et ça s'arrête là. » Mais, allez, tout à l'heure, je te demandais si toi, tu fabriquais du fromage. Tu me dis « Non, mon épouse, oui. » Mais toi, ici, dans tes affaires, bon, tu as une chambre d'affinage. Ouais. Et puis, surtout, tu vends du fromage, donc du fromage des autres. Mais pour pouvoir bien vendre ton fromage, c'est important quand même que tu connaisses l'histoire, le contexte, les personnes. Parce que tu peux le raconter à tes clients. Ah oui, c'est certain. Et c'est ça que... Enfin, tu viens pas chercher, j'imagine en tout cas, tu viens pas chercher qu'un bon morceau de fromage. T'aimes bien avoir le contexte. C'est aussi quelque chose où, dès le début,
quand on expliquait quelque chose aux gens, ou quand un représentant venait et nous disait, ben voilà, tel produit vient de chez tel producteur, ben, on disait, ok, ben, le jour où on va dans le coin, on ira le voir. Je voudrais qu'on aborde, parce que là, on continue la suite chronologique en fait de l'histoire. L'affaire commence à prendre, si bien qu'en fait, il se retrouve, alors à gagner, je ne peux pas dire le nombre de prix que tu as eu parce que c'est indécent, c'est hallucinant, je crois que tous les ans quasiment t'en as eu. Je veux juste revenir évidemment sur cela. On est en 2010 et tu deviens premier fromager de Belgique. Et ça, je trouve ça mais complètement dingue. Faut imaginer qu'en fait, ça fait 2 ans qu'il est officiellement fromager. Et 2 ans après, c'est le premier de Belgique. Pouah, ça, je trouve ça incroyable. Tu sais à qui j'ai sonné en premier lieu? À Pierrot, j'imagine. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Il l'a bien mérité. Explique-moi un peu comment ça se passe un concours, qu'est-ce qu'on te demande en fait? Sur quoi tu es jugé? Alors, il y a une dégustation à l'aveugle, il y a un questionnaire à choix multiples, il y a une épreuve de découpe, une épreuve d'emballage, un accord avec une boisson et une présentation d'un fromage de ton choix et un plateau sur un thème imposé. Une épreuve de découpe? Pourquoi? Ça se coupe pas... Mais en fait, on t'amène une pointe de gruyère. Ouais. Et de mémoire, je crois que tu as le poids de départ. Je dis, on t'amène un morceau de 3,3 kg. Ouais. Et on te dit, voilà, en respectant les règles de découpe, vous faites un morceau d'1 kilo, 2 fois 500 grammes, 3 fois 200 grammes. Ah oui, ok, c'est pour que tu aies l'œil, en fait. Ouais. Tu dois pouvoir jauger sans balance. 2013, vice-champion du monde. Ouais. Pourquoi tu fais des concours, en fait? Qu'est-ce qui te pousse? Je suis désolé, c'est très impoli, je parle à bouche pleine. Ah mais ok, mais alors si tu démarres... C'est de ta faute, hein. Tu sais que j'aime un petit peu le fromage. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie de faire des concours, que tu t'inscris à ça? Parce que j'ai plein de temps libre. Mais non, bah allez, sérieusement, c'est quoi? Tu as besoin d'avoir une confirmation de ta capacité? C'est quoi? Le concours en 2010, Lardon... Salut Lardon. Ouais, je t'écoute. Le concours en 2010, il faut préciser qu'un chien dans une cuisine, on sait que c'est pas normal. Oui, mais enfin, ici, c'est une cuisine qui a un but différent, voilà. En tout cas aujourd'hui. Certainement. Et ne sniffe pas de l'alcool. Et en fait, j'en avais discuté avec Pierrot Fontaine. Oui. Et Pierrot Fontaine m'avait dit, tu y vas cette année-ci, tu regardes comment ça se passe, tu analyses les choses, etc. Tu y vas sans pression. Et puis 2 ans après, tu y retournes et là, tu gagnes. Et donc, j'y suis allé, mais sans me mettre... Enfin, quand je dis sans me mettre de pression, j'y suis vraiment allé en me disant, tu donnes le meilleur de toi-même. Et puis... et puis, tu verras ce qui se passe. Et puis après, on verra, quoi. Et c'est passé. Et c'est passé. Ça te met une pression particulière? Tu t'entraînes beaucoup avant? Comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Franchement, oui. Alors, au niveau... Pour tout ce qui est théorique, oui. Là, tu étudies quand même. Tu réfléchis aussi un peu sur la manière dont tu vas présenter ton plateau avec le thème défini. Ouais. Mais limite le plateau, en étant en vacances en Italie, donc j'ai beaucoup étudié pendant les vacances. Ouais. Et vraiment, je vais dire la définition du plateau tel que j'allais le présenter, ça s'est décidé sur le retour. Et limite, je terminais le montage le jour avant le concours, quoi. Ah oui, à ce point-là. Oui. Donc c'était, ça s'est fait vraiment comme ça, voilà. Naturellement. Voilà, il n'y avait pas de... Oui, il n'y avait pas spécialement de pression. Je me suis dit, ok, allons-y, et puis... Quand tu deviens premier fromager belge, ou quand tu deviens vice-champion du monde des fromagers, raconte-moi l'après. Qu'est-ce que ça change? Tu as ton chiffre d'affaires qui explose, tu as forcément, j'imagine, plus de visibilité, les médias s'intéressent à toi. Comment ça? Alors, premier fromager de Belgique, c'est un fait que tu as quand même une très belle augmentation de ta clientèle, donc de ton chiffre, c'est certain. Tu as quand même... Oui, les médias, effectivement, s'intéressent à toi, que ça soit écrit, télévisé ou radiophonique. Et donc ça, c'est bien. Ta clientèle change ou pas? Tu as des gens qui viennent. Tu vois, on dit par exemple un restaurant, quand il prend une étoile, bah, ce sont des clients
qui cherchent peut-être davantage les étoilés, donc d'autres clients qui viennent et qui remplacent une partie de la clientèle existante. Alors, remplacement, non. Ouais. C'est vrai que tu as, on va dire, une clientèle un peu curieuse qui vient voir, parce que c'est des gens qui aiment peut-être bien se balader, se dire, tiens, je vais voir, etc. Mais non, les clients qu'on avait là dès le début sont restés, et on les en remercie. Et après, oui, tu as plus de personnes. Peut-être que ta zone de chalandise devient un petit peu plus importante. Oui, c'est... Alors, les concours, n'empêche, tu continues. Mai dernier, tu es en Suisse et tu gagnes le concours du meilleur plateau de fromage en Suisse. Aussi un des pays du fromage. C'est lors de la fête de la tête de moine. Ça se passe dans l'abbaye de Bellelay. Oui. Tout se passe en 1h30. Il y a 11 candidats. Qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande de faire un plateau fromage ? Tu dois faire un plateau fromage en mettant en avant la tête de moine, plus le fromage invité cette année-ci, donc c'était le Sbrins. Ouais. Et donc automatiquement, tu te dis ok. Il y a un avantage, c'est que c'est un concours où tu ne dois pas réfléchir, dans le sens où tu n'as rien étudié. Tu y vas pour faire un plateau. Donc tu y vas avec ton couteau, etc. Et tu te fais plaisir et puis voilà. Mais même si c'est ça, tu commences à te prendre au jeu et tu te dis ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu regardes ce que les autres ont fait l'année avant pour pas être redondant dans les idées, etc. Et puis on a... Je suis parti sur une idée qui s'est modifiée au fil du temps, qui s'est encore modifiée 2 jours avant de partir. Ouais. Et j'ai l'impression que tu y vas comme ça, en fait, un peu au petit bonheur de la chance, toi. Hein. Je vais pas dire au petit bonheur de la chance, mais je peux pas me dire... Allez, par exemple, les plateaux, on peut les dire, on fait une photo, on met la photo et on dit aux gens, vous faites un plateau 3 personnes, clac, c'est ça, et puis voilà. Non, c'est impossible. C'est à chaque fois différent. Oui. Ça, je pense que tu es quand même particulièrement connu pour ça aussi. Sur les réseaux sociaux, pour les gens qui te suivent, souvent d'ailleurs, tu mets des photos de tes plateaux. Ce sont de vraies œuvres d'art, quoi. Oui, mais je vais rechercher d'anciennes photos pour faire quoi ? C'est ça, non, mais allez, cette idée, j'imagine que ça doit prendre un temps de fou. Donc l'idée, c'est de prendre les différents fromages, de les aménager dans l'espace, un petit peu comme on dit comme ici, mais de façon encore beaucoup plus travaillée. D'où ça devient ça ? Beaucoup de fromagers font ça ? T'es le seul à faire ça ? On avait rencontré à Annecy, c'est encore Pierre Gay qui tenait la fromagerie à l'époque, qui a été reprise il n'y a pas longtemps par un jeune gaillard. Et dans l'équipe de Pierre Gay, il y a Laetitia Burga-Chavillon, qui est une dame d'une gentillesse magnifique et qui fait des plateaux absolument splendides. Et Maud est allée en stage 3 jours chez elle. Et c'est là où Laetitia a montré à Maud comment elle fonctionnait, puis Maud est revenue avec la manière de faire, et puis après, je veux dire, faire du copier-coller, c'est pas intéressant, mais s'inspirer de ce que les autres font, et puis tu as tes idées à toi, et puis tu te dis tiens, pourquoi pas essayer ça ou essayer ça, et puis ça part comme ça. Mais je sais que dans le métier, il y en a qui trouvent ça ridicule et que ce n'est pas respecter le produit ou quoi que ce soit. C'est avant toute chose, ce qui est important, moi, c'est ce que le client aime, ça c'est une chose, et que le morceau soit coupé sur 500 grammes, coupé en petits dés ou en billes. Si tu respectes le produit, tu ne le gaspilles pas. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, mais voilà, chacun sa manière de faire. C'est dans le concours, par exemple, ici, au mois de mai en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres, les Suisses ? Alors c'est comique, il y en a qui nous ont dit voleurs, mais gentiment, hein. Oui. Et puis il y a une dame, parce que donc une fois qu'on annonce, tu gagnes quand même. Donc la girole, c'est ce qui sert à faire les fleurs. Oui. Tu gagnes quand même une girole où les parties métalliques sont dorées à l'or. Hein. Mais non. Si. C'est la question que je me pose en fait quand on parle de tous ces concours où je vois que tu en fais encore aujourd'hui, etc. Comment tu te sens par rapport à tout ça ? Est-ce que tu as comblé quelque chose ? Est-ce que tu es heureux ? Si demain un nouveau concours se présente, est-ce que tu as envie de le faire ? Pourquoi ? Non, franchement, celui sur la tête de moine, je te dis, c'est ce qui était chouette, c'est que tu n'as rien étudié. Tu ne perds pas de temps à étudier. Encore que quand tu étudies, tu ne perds pas du temps. Mais je veux dire, tu n'as pas cette contrainte-là. Tu réfléchis juste à, tiens, artistiquement parlant, pour faire un peu prout, artistiquement parlant, qu'est-ce que je vais présenter, qu'est-ce que je vais imaginer.
Et ça, quelque part, c'est... Ouais, je crois que c'est plus de l'amusement qu'autre chose. Même si je t'avoue que une fois que le concours est terminé, tu dois attendre parce que les résultats ne sont affichés, ne sont donnés que le soir vers 20h. Ouais. Donc je t'avoue que l'après-midi m'a paru très très longue. Tu m'étonnes. On continue l'aventure, on passe de 2016 à 2020. 17 mars 2020, date importante, Covid, premier confinement. Ouais. Comment t'as vécu ça, toi? Alors, professionnellement, j'entends. Hein. Oui. Tout s'arrête. Alors, tout s'arrête, mais on est magasin d'alimentation, donc nous, on continue à travailler. Tu continues. Mais tu te sens déjà mal parce que tu te dis, mais ma collègue qui vend des chaussures, celle qui vend des sous-vêtements, celle qui vend des vêtements, mon collègue qui vend des bouquins, ou eux sont obligés de s'arrêter. En quoi est-ce qu'on leur dit, mais ton métier sert à rien? Ouais. Donc ça déjà, je veux dire, tu trouves que l'approche est un petit peu violente, quoi. Après, il se passe des choses. On a par exemple notre voisine fleuriste qui vient et qui dit à Maud, écoute, voilà, je te donne les fleurs parce que je dois fermer ma boutique. On lui dit, ben non, mets une étiquette dessus, on va les mettre sur une table derrière. Et les gens qui viennent ici, s'ils veulent acheter une fleur, on fait une publication, on le dit, et puis voilà. Il y a des gens qui ont dit qu'on était inconscients parce qu'on vendait des fleurs, c'était inciter les gens, enfin, ridicule, tu vas à l'Intermarché, tu as des fleurs à l'entrée, mais enfin, soit. Ouais. Et donc, on lui a vendu ses fleurs, ça lui a permis, on va dire, de limiter ses dégâts, etc. Et puis nous, au niveau de l'équipe, tu pouvais plus garder des horaires d'ouverture aussi grands parce que tu payes. Mais du jour, toi tu es dans un produit alimentaire, un produit que tu touches avec les doigts, enfin tu dois travailler tes produits, tu dois les installer, tu dois découper tes fromages. Quel est le regard des clients? À ce moment-là, comment toi tu rassures quelque part? Parce que l'information, personne n'est, à part des Van Latem, etc., mais personne n'est des spécialistes des virus. Alors, on se dit, on espère juste ne pas le choper, quoi. On voit qu'il y a des morts partout. Comment toi tu t'adaptes à ça? Alors, il y a, quand tu parles de toucher le produit, etc., il y a quelque chose, par exemple, que tu ne verras jamais en magasin, ce sont des gens qui portent des gants. Ok. Parce que porter des gants, peut-être que vis-à-vis du consommateur, il se sent en sécurité, mais quelqu'un qui travaille avec des gants, à un moment donné, il n'a plus aucune notion d'hygiène, parce qu'il sait que sa main est propre, puisqu'elle est protégée à l'intérieur du gant. Mais quand tu vois quelqu'un qui travaille... Alors déjà, un gant, c'est un gant jetable. On parlait du passé de poissonnerie, j'en ai consommé des palettes de gants. Parce que théoriquement, un gant jetable, tu touches un produit, tu jettes ton gant, tu prends un nouveau. Tu vois des gens qui travaillent, qui touchent l'argent avec les gants, donc ça n'a ni queue ni tête. Ouais. Donc on a eu une fois une personne qui nous a dit, je viendrai plus chez vous parce que vous ne mettez pas des gants. J'ai dit, mais c'est pas du tout un problème. Je dis, moi je préfère que mes gens se lavent régulièrement les mains plutôt que d'avoir des gants qui sont sales. Donc c'est ça. Après, il a fallu se protéger comme tout le monde et puis mettre le plexiglas, mettre des plexis masques, et compagnie, mettre les masques. C'est vrai que c'était pas agréable. On a réduit les heures d'ouverture. On s'est engagé vis-à-vis du personnel à leur garantir un salaire comme si de rien n'était. On avait un arrangement interne en se disant, même si ça n'avait pas de force légale, mais de dire ce que vous récupérez maintenant, en fin d'année, de toute façon, on doit travailler un peu plus et puis voilà. Je crois que c'est important aussi de rassurer quelque part ton équipe. Ouais. Mais l'équipe a suivi, t'as pas eu des gens qui sont mis en retrait Non, l'équipe a suivi. C'était, je veux dire, tout ce qui était imposé comme règles de sécurité, elles étaient appliquées vis-à-vis du client, vis-à-vis des collaborateurs. Mais c'est des trucs qui font bizarre. Enfin, t'arrives le matin, t'avais l'habitude de te faire la bise, clac, c'est fini. Du jour au lendemain, c'est fini. C'est salut, c'est. Et tu sais qu'il y a encore plein de gens qui aujourd'hui ne se font plus la bise. C'est moche. Non, mais c'est dingue. Ouais. Je me demande même s'il n'y a pas une notion de génération. Tu sais, s'il n'y a pas eu un truc, entre guillemets, qui a été... que le Covid a été un accélérateur, mais j'ai le sentiment que les plus jeunes aujourd'hui se font plus la bise comme nous on se faisait la bise. Ouais. Enfin voilà. Tiens Pascal, j'aimerais quand même que tu me racontes pendant cette période particulière du Covid, cette histoire avec une épicerie sociale du côté de Tournai. Oui. Un reportage à la télévision, au journal, où on voit une petite dame qui tient une épicerie sociale. En fait, elle explique que, étant donné que les grandes surfaces sont dévalisées, il n'y a plus d'invendus, donc elle n'a plus de marchandises. Et elle dit, on a
on a des familles qui nous disent, mais si vous n'avez plus rien à nous donner, on n'aura plus rien à manger. Et là, tu te dis, mais tu te sens mal. Tu te sens mal parce que tu te dis, t'es privilégié, t'es chez toi, t'es bien, t'as à manger. Oui, c'est peut-être pas facile, la période n'est pas sympathique, mais t'es quand même, bien loti dans le. Ouais. Et donc, on se dit, avec Maud, on doit faire quelque chose. Alors, c'est un fait qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais tu dois quand même faire. Tu sens que tu dois faire quelque chose. Et donc, on contacte quelques fournisseurs. On contacte également, on prend contact avec le Delhaize ici derrière chez nous. Ouais. On y va aussi de notre poche, mais on reçoit des produits de différents fournisseurs, des fromages, des yaourts, des mozzarella et compagnie. On a des pâtes qui viennent du Delhaize, on achète des saucisses emballées individuellement, etc. Donc on fait des colis. Je crois qu'on a quand même, on arrive à 150-200 colis, je ne sais plus exactement. Et donc on contacte la Croix-Rouge d'Anu et on leur livre plus d'une demi-tonne de marchandises. Une demi-tonne? Oui. Et ça, franchement, quand tu as le gars qui recule, qui cherche sa camionnette, quand il ferme ses portes et qui s'en va, tu sais que tu n'as pas changé la face du monde, on est bien d'accord. Et tu n'as rien solutionné. Mais tu te dis la petite pierre que tu pouvais apporter à l'édifice et puis quand tu arrives un matin et que tu vois dans ta boîte aux lettres quelqu'un qui t'a mis un mot de remerciement comme quoi c'est gentil qu'il y ait des gens comme ça avec des bons produits. Ça c'est vrai. Ça vaut le premier prix d'un concours international. Oui, je veux bien croire. Je veux bien croire que... Oui. On est en 2024 maintenant, on arrive déjà au terme tout doucement de cette interview. Dans un tout petit instant, je te fais une interview mitraillette. Non, il n'y aura pas de frites, hein, mais il faudrait que tu répondes du tac au tac aux questions. Mais 2024 aujourd'hui, ton entreprise, c'est 3 adresses. C'est combien de personnes qui travaillent avec toi? Donc on a 7 employés et 7 ou 8 étudiants. C'est une question que je pose à toutes les personnes que j'ai la chance de recevoir dans ces capsules vidéo. Est-ce que tu es heureux, toi, aujourd'hui? C'est quoi le bonheur? Est-ce que tu es plus heureux maintenant que tu ne l'as jamais été? Je ne sais pas quoi répondre. Alors je pourrais te dire je ne suis pas malheureux, mais donc ça voudrait dire que je suis heureux, forcément. Pas forcément. Mais je suis content de ce qu'on réalise, je suis même fier de certaines choses. Je suis certain qu'on peut faire d'autres choses mieux. Oui. Mais voilà, oui, je suis heureux de voir ce qu'on a construit, Maud et moi. Oui, franchement, oui. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'avenir. Comment tu vois l'avenir de À Table et ton avenir? Tu le vois commun d'ailleurs, toujours avec ton entreprise? Tu as envie de continuer longtemps l'entreprise? Moi, je trouve que tu as vraiment le profil idéal du repreneur. Alors, écoute, je vais t'expliquer un truc. C'est pas parce qu'on mange beaucoup de fromage qu'on aime le fromage qu'on est un bon manager forcément, tu vois? Oui, mais tu as une équipe qui gère parfaitement son boulot, tu vas voir, ça va se passer très bien. Et je viendrai t'interviewer dans 5 ans et ça sera super. On passera à table. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que t'es en train de dire que ça va être à vendre ou quoi? Non. Non, parce qu'il y a encore des trucs à faire. J'ai encore des choses en tête. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il faut, de l'autre côté de la terrasse, il faut que je termine le côté où il y a toutes les vidanges, etc. C'est pas spécialement joli à voir, donc il faut que je trouve un système pour cacher ça. Et puis, oui, il y a encore certainement d'autres trucs. Non, mais est-ce qu'il y a une activité qui te donne envie aujourd'hui? Un truc que tu fais pas aujourd'hui? Ici dans le magasin? Ouais, enfin, ou en dehors? Ici dans le magasin, il y a des choses qu'on n'exploite pas suffisamment parce qu'on a la tête un peu dans tous les sens, que ça soit dans les préparations fromagères maison, dans plein de trucs. Dans, par exemple, l'utilisation de l'espace ici où on pourrait développer des ateliers.
Ça te fait encore des projets, tout ça. Tiens, je vais quand même en profiter, je vais quand même te poser trois petites questions, mais juste toutes faciles sur le fromage. Hein. Il paraît que c'est un petit peu ton métier quand même. C'est quoi pour toi l'avenir du fromage? Tu penses qu'il y a des choses particulières qui nous attendent, genre des produits qu'on ne connaît pas encore, qui sont en train d'être étudiés, d'être travaillés, ou est-ce qu'il y a des nouveaux fromages tous les jours, par exemple? Ça, c'est un peu le propre de la grande industrie, c'est de faire croire qu'ils ont inventé un truc, mais qui existe depuis longtemps, quoi. C'est comme le lait sans lactose. Hein. D'accord. Enfin, voilà, avec du lactase. Eh ben voilà, tu vends du lait avec du lactase dedans, t'as rien inventé. Mais il n'y a pas une nouveauté qui nous attend, quoi. Je ne crois pas. Je crois que ce qui sera toujours important à mes yeux, et c'est encore un combat actuel, c'est de se dire, ok, quand on voit les agriculteurs qui se plaignent ou quoi que ce soit, parfois tu entends des gens qui disent, oui, ils se plaignent, mais t'as vu le tracteur qu'il a. Oui, ok, mais c'est un peu facile de s'arrêter à la taille et à la couleur de son tracteur. C'est aussi le fait qu'on est malheureusement depuis des dizaines d'années dans une société de consommation et de surconsommation, donc production sur production, donc il y a un matériel qui va derrière, il y a des investissements qui vont derrière, et en attendant, qui aujourd'hui accepterait de bosser pour limite moins cher que ce que tu avais il y a 30 ans? Ouais. Enfin, personne n'accepterait ça, mais eux, ils doivent le vivre au quotidien. Donc moi, je veux bien, mais mettre sur Facebook, je soutiens les agriculteurs, ouais, c'est facile, mais demain, est-ce que tu es prêt à payer 60 cents plus cher ton litre de lait pour qu'il soit rétribué correctement? Moi, franchement, oui. Et quand on reçoit une augmentation d'un producteur, jamais, au grand jamais, on ne va lui dire, mais non, c'est un peu cher. Pascal Fauville, est-ce que les goûts des Belges, en termes de fromage, ont changé? Attention, là, quand tu dis le goût des Belges, il y a automatiquement un bonjour à Eric Boschmann. Oui, c'est vrai, notre ami Eric. Ah, voilà. Parlons-en. Mais il sera notre invité d'ailleurs bientôt. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on consomme la même quantité, le même type de fromage? Est-ce que tu as vu une évolution? La consommation est en évolution, et en fait, je crois que ce qui joue beaucoup, il y a peut-être d'une part la télévision, émissions culinaires, etc. Le prix d'un avion aujourd'hui, un voyage en avion, ça coûte rien. Donc tu vas voir ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Tu vas à l'étranger, il y a d'autres pays où le fromage, c'est de tradition après chaque repas. Ouais. Donc quelque part, quand tu reviens chez toi, ta manière de consommer devient un peu différente. Après, on sera jamais les plus gros consommateurs d'Europe, hein, c'est certain, mais on voit quand même qu'il y a une curiosité derrière. Et après, on a la chance d'avoir une clientèle qui nous suit dans notre logique d'apporter un produit de qualité supérieure. Et en ça, c'est bien parce que tu peux leur apporter vraiment quelque chose de qualité, leur expliquer de nouveau, on en revient à ce qu'on disait tantôt, quelque chose où il y a une histoire, où il y a un savoir-faire. Mais donc, quelque part, tu confirmes qu'il y a eu un changement, une évolution dans le goût. Donc, ce qu'on t'achetait en 2008, ou ce qu'on t'achète en 2024, c'est peut-être plus exactement la même chose. On vient peut-être plus chercher la même chose. Une évolution dans le goût, je ne saurais pas te dire, parce que un comté, un gruyère, un Beaufort, que ce soit en 2008 ou aujourd'hui, ça reste toujours un comté, un gruyère, un Beaufort. On est sur des produits emblématiques, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une porte qui s'ouvre à des choses un petit peu plus fantaisistes qu'il n'y avait pas avant. Okay. Tu vois aujourd'hui des fromages aromatisés, absolument tout et n'importe quoi. Ouais. C'est pas. On te demande ça. Il y en a, c'est pas ce qui moi m'attire le plus, mais de nouveau, tu peux pas vendre uniquement ce que tu aimes bien. Oui, bien sûr. Pascal Fauville, on va maintenant arriver à ce passage que j'aime particulièrement, c'est l'interview mitraillette. Je vais déclencher un chrono de 2 minutes. J'ai 11 questions pour toi. Et tu dois répondre aux 11 questions dans les 2 minutes. Ok. Tu es prêt? Alors, oui pour la première. Oui pour la... Ah, pardon. 3, 2, 1. Si ta vie était un plateau de fromage, quel fromage en serait la star? Et pourquoi? L'Étiva d'Alpage. Pourquoi? Souvenir. Quel souvenir? Le premier qu'on a rencontré.
Quel est le fromage le plus improbable que tu aies goûté? Le calou de Cabretou, c'est du lait caillé dans un estomac de chevreau. Si tu devais écrire une déclaration d'amour à un fromage, lequel tu choisirais et par quoi tu commencerais ton poème ou ta lettre? Oh toi, magie de l'or blanc. Oui, mais à quel fromage tu le fais? Et je le ferai à... Merci beaucoup. On passe à la question d'après. Fromage et musique maintenant, c'est ça la catégorie. À quel fromage tu associerais le groupe Coldplay? À un plateau reprenant toute la diversité possible de fromages. Il est très grand fan de Coldplay. On dit que le fromage sent fort, mais est-ce qu'un fromage a déjà réussi à te surprendre olfactivement? Oui, et en général, c'est souvent quand un fromage a un défaut, parce que même s'il a un défaut, on le sent et on le goûte. Si un fromage pouvait parler, lequel serait le plus bavard? Et lequel garderait tous ses secrets, Monsieur Fauville? Le trou du cru garderait ses secrets. Et le plus bavard, ça serait... Le trou du cru, ça existe, ça? Ça existe. Tu me fais perdre du temps dans mes 2 minutes. Là, il y a un gars qui a appelé son fromage trou du cru. Et ça a quasi la même odeur. Mais enfin. Et donc ça, c'est le plus bavard? Et le plus bavard, ça serait le petit rapporteur. Entre nous, Pascal, un fromage industriel a-t-il déjà réussi à te séduire, même un tout petit peu? Oui. Lequel? J'adore le Buggles trempé dans le Saint-Moré. Mais tu dois remonter la barquette de Saint-Moré pour bien farcir l'intérieur du Buggles. Alors, quel est le plus gros mythe sur le fromage que tu aimerais casser une fois pour toutes? Eh ben... Merci beaucoup, Pascal. Si le fromage était interdit demain, quelle serait ta première action de résistance? Je vendrais sous le manteau. Quel est le mariage le plus insolite, mais réussi, que tu as déjà eu l'occasion de voir ou de goûter entre un fromage et un accompagnement? Un truc auquel on ne s'attend pas a priori. On a fait un brie à Savarin avec de la faume d'Ambert et une compotée de figue au Porto. Et ben franchement, visuellement c'était joli et gustativement c'était très bon. Le fromage, c'est souvent au lait de vache, de chèvre ou de brebis. Mais dans tes rêves les plus fous, à quel autre lait est-ce que tu aimerais en faire? Je n'ai aucun rêve à ce sujet-là, mais on en fait aussi au lait de chamelle et au lait de Drie, qui est la femelle du yak. Ouais. Et mais voilà, non, je trouve déjà qu'il y a moyen de faire avec vache, chèvre et brebis. Pascal Fauville, on a explosé ce compteur des 2 minutes. Mais c'était très intéressant. Oui, mais en même temps, tu m'as fait perdre du temps. Tu as reposé des questions dans les questions. Dis tout de suite que c'est ma faute. Mais on peut revoir la séquence. Regardez la séquence et chronométrez, vous allez voir. Il m'a bouffé 25 secondes. Je voudrais revenir sur un truc. Le plus gros mythe sur le fromage que tu aimerais casser, j'ai cru que tu allais me parler du fait qu'il n'y a pas de saison pour la raclette. Parce que ça, c'est un gros débat entre lui et moi. Il y a 2 saisons pour la raclette. Oui. Il y a la haute saison et la très haute saison. Voilà. Moi, quand je vois des gens qui me disent la saison des raclettes a commencé, ce n'est pas vrai. Elle ne s'arrête jamais. Ce n'est pas vrai. Parfois, il y a des gens qui me disent, ils vont arriver au mois de mars. Ah, c'est la dernière fondue ou la dernière raclette. Je dis, mais pourquoi? Ben, parce qu'il va faire trop chaud. Je dis, mais vous mangez quoi en été? Ben, un barbecue. Je dis donc, vous ne voulez pas faire une fondue ou une raclette parce qu'il fait trop chaud, mais vous vous mettez en plein soleil pour faire du feu, pour cuire votre viande. Et là, les gens te regardent en se disant, ouais, il n'est pas si con que ça, le marchand de fromage. Oui, c'est ça, il y a un truc derrière, c'est un peu pensé. Mais et en plus, c'est vrai que le fromage a un goût différent en été qu'en hiver. Donc, c'est intéressant aussi. Merci beaucoup, Pascal. Mais ceci dit, oui. Mais ceci dit, quand tu dis qu'il a un goût différent en été qu'en hiver, oui. C'est vrai, bah oui. Mais je rêve de vendre un comté de Noël. Alors, comté de Noël, on en voit sur tous les marchés de Noël et compagnie. Des contes de Noël. Il y a les contes de Noël aussi. Oui. Il y a aussi les contes de Noël. Aussi. Et ça, c'est encore différent. Voilà. Mais on travaille avec la maison Saint-Martin depuis 15 ans. Ouais. Et ils le savent, j'attends le jour où je vais recevoir un comté qui a été fabriqué le 24 ou le 25 décembre, de manière à pouvoir le vendre en plein été. Ouais. Et en affichant que c'est un comté de Noël, mais que c'est un vrai. C'est drôle. Mais c'est aussi une manière de faire passer le message aux gens que
tu donnes parfois 45 boules pour un fromage parce qu'on profite des marchés de Noël, etc. Alors que c'est abusé, mais c'est faire prendre conscience aux gens que quand c'est la Noël et qu'on boit tous notre coupe de champagne, il y a aussi des gens qui continuent à bosser et à fabriquer du fromage. Et ça viendra un jour. Tu es fort en philosophie, tu sais ça? Il y a des fois, je m'épate. Tu devrais faire un livre de philosophie. La philo selon Fauville, pas mal. Oui, tu sais ce qu'on va faire pendant les fêtes ici à Nu? Dis-moi. On va apposer sur un maximum de vitrines toutes des maximes positives. C'est une bonne idée ça. J'avais vu ça à Namur, je trouvais ça génial. Exactement, sur la vitrine. Et sur les 75 que j'ai relevés, il y en a une que je ne parviens pas à sortir de ma tête. C'est laquelle? Si on avait pu quitter un navire en pleine tempête, on n'aurait jamais traversé les océans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Riez, aimer, partager. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi et à bientôt. Et évidemment, n'hésitez pas à venir découvrir ces produits. Vous le retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram, où tu es actif aussi. Oui. Sans ça, évidemment, il y a différentes adresses à Anu, Warem et Torrent-les-Saint-Tron. Et sans ça, le site internet à tablemaisonfromagère.be. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon cher Pascal, c'était un vrai bonheur. Bonheur partagé. On refait ça quand tu veux. Écoute, ça marche. Il y a des témoins. Absolument. Excellent. Ben voilà.